Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, l'heure du journal. Georges Dekedio. La déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko pas tenue par un délai. Une précision du constitutionnaliste Mounir Sy qui invite par ailleurs l'Assemblée nationale à se saisir du problème. Serigne Mbacké Ndiaye, leader de la convergence libérale patriotique, lui, demande au président de l'Assemblée nationale d'initier des concertations sur le règlement intérieur. À suivre également la réaction de Taxawu Sénégal. Distribution des semences, démarrage timide à Foundiougne dans certaines localités. L'on déplore la qualité des semences. Le syndicat national des travailleurs de l'agriculture indique qu'il fallait vérifier le stock disponible. À suivre l'actualité internationale, Anna Rocha, les sports, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Point de vue sur le Sénégal qui continue de s'endetter avec un nouvel emprunt obligataire. Après les 450 milliards de rebonds, l'État a levé 265 milliards de francs CFA. Aliouba assure la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. La polémique sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, l'éclairage de Mounir Sy, constitutionnaliste. Selon lui, Ousmane Sonko n'est pas tenu par un délai, même si la DPG est une obligation. Cependant, il souligne que le problème peut être rapidement réglé par l'Assemblée nationale. Mounir Sy était l'invité de RFM Matin. La Constitution pose l'obligation de procéder à la déclaration de politique générale, mais le règlement intérieur qui l'encadrait dans un délai n'a pas été révisé dans ce sens-là. Ce qui fait qu'au niveau du règlement intérieur, il n'y a rien qui le prévoit. La Constitution ne parle que de cette obligation, mais pas de délai de 3 mois, encore moins de 2 ou de 6 mois. Sur quoi se fonder alors aujourd'hui? Écoutez, c'est le Premier ministre qui va simplement se donner raison pour essayer d'accomplir cet acte constitutionnel qui lui est imposé. Maintenant, le délai, c'est lui qui va définir le délai raisonnable. Mais je pense que ceux qui pensent qu'il y a une obligation, j'ai pas une disposition qui prévoit l'obligation dans un délai donné. La seule obligation, c'est de procéder à la déclaration, mais pas dans un délai de 3 mois, comme c'était le cas dans le passé. Mais le délai doit être raisonnable, ça ne doit pas tirer en longueur. Oui, mais le grand problème, c'est qui va définir le caractère raisonnable. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est la majorité? Ou bien le Premier ministre lui-même? Et je pense que c'est le dernier qui doit, de manière raisonnable, passer à cela. Maintenant, en passant à cela, il se fondera sur quoi? Sur la Constitution, naturellement, mais pas sur le règlement intérieur. La solution, c'est quoi? C'est que l'Assemblée nationale doit très vite modifier le règlement intérieur, intégrer cette clause permettant au Premier ministre de rentrer dans la légalité. Est-ce que l'on peut s'attendre à une rétroactivité? Oui, dans un sens où la Constitution dit qu'après nomination, on se réfère à la Constitution pour simplement avoir une lecture combinée avec la nouvelle révision qui devrait avoir lieu. L'ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye déplore, lui, la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a entraîné un vide juridique. Le leader de la convergence libérale et patriotique appelle le président de l'Assemblée nationale à initier des concertations sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Serigne Mbacké Ndiaye est au téléphone avec El Hadj Ndiokoutiene. La Constitution, à son article 55, dit que le Premier ministre fait une déclaration politique générale. À l'insu de beaucoup de Sénégalais, pour ne pas dire de tout le monde, à l'exception des députés qui étaient à l'Assemblée, le règlement intérieur de l'Assemblée a été modifié et ne donne pas place au Premier ministre pour faire une déclaration de politique générale. Il s'y ajoute que les relations entre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale ne sont pas au beau fixe. Troisième élément, il est clair et tout le monde s'attend à ce que l'Assemblée soit dissoute au plus tard au mois de septembre. Alors, est-ce qu'il est opportun? Est-ce qu'il est pertinent de faire une déclaration politique générale au mois de juillet ou au mois d'août, sachant que l'Assemblée va être dissoute au mois de septembre ou au mois de décembre? Ça n'a pas de sens. Mais que faire donc de la disposition constitutionnelle qui prévoit que le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale? Oui, c'est là où c'est pourquoi j'ai parlé de vide. Parce que la Constitution ne donne pas de délai au Premier ministre pour aller devant l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle moi j'invite le président de l'Assemblée nationale à nous aider à sortir de cette crise latente. En faisant quoi? En convoquant le bureau de l'Assemblée, en convoquant les présidents du groupe parlementaire,
parlementaire en ayant des discussions avec les uns et les autres pour permettre à l'Assemblée justement de se réunir, de régler cette question, de remettre le Premier ministre dans notre dispositif institutionnel pour lui permettre de venir à l'Assemblée. Maintenant, il y a une possibilité si on met des dispositions transitoires. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp du président de l'Assemblée que j'interpelle pour nous permettre de sortir de cette crise-là. Le député Sanou Dione, membre de Taxawu Sénégal, sur la même longueur d'onde que ses collègues de Yewwi Askan Wi. Selon lui, le problème, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il demande à la commission des lois d'apporter les modifications nécessaires le plus rapidement possible. La disposition constitutionnelle dit que le Premier ministre doit se présenter à l'Assemblée nationale. De ce que j'ai compris, moi je ne suis pas de pasteur, ce que j'ai compris, ils disent qu'ils viendront, mais ils ne sont pas limités par rapport à l'article 97 qui n'est plus sur le règlement intérieur. Maintenant, si j'avais entendu que le Premier ministre a dit qu'il ne viendra pas, là ça pose problème. Il est contraint par l'article 55. Maintenant, ce n'est pas l'article 55. Le débat c'est l'article 97 qui se pose. Par rapport à l'article 55 de la Constitution, il est tenu de venir à l'Assemblée nationale. Macky Sall en 2004 a été Premier ministre, il a attendu 7 mois pour venir. Abdou Mbaye, il a été Premier ministre, il a attendu 8 mois. Le débat ne se pose pas en ces termes. Le débat actuellement, si la majorité présidentielle voulait régler le problème, ils n'ont qu'à convoquer tout de suite une réunion de la commission des lois et modifier l'article 97. Et d'autres, mais c'est tellement facile. Au lieu de faire un débat inutile, la majorité parlementaire appartient à Benno Bokk Yakaar. Le président de la commission des lois, c'est Moussa Diakhaté. Moussa Diakhaté, avant que même ce débat se pose, moi personnellement, je prends le président Doudou Wade et autres, on a demandé à modifier, à mettre à jour le règlement intérieur. Cette disposition où le règlement intérieur a été falsifié à l'insu de l'Assemblée nationale, tout le monde l'a décrié, tout le monde le sait. Maintenant, que dire que les gens ont pris un truc, mais le groupe parlementaire, il faut le reconnaître, le groupe parlementaire Yewwi a posé le problème dès l'ouverture de la session. On s'est battu, on a boycotté des sessions. Les Sénégalais nous ont reproché de se battre à l'Assemblée. Les Sénégalais nous ont reproché de se dérober par rapport de quitter l'hémicycle à un certain moment. Tout cela, on s'est battu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà le problème. Le problème est facilement réglable. RFM, la radio de toute l'actualité. Distribution des semences. Certains paysans se plaignent de la qualité. Pour le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture, la distribution est la dernière étape. Il fallait vérifier le stock de semences disponibles, revoir la qualité avant de parler de distribution. Le Syntas qui invite les autorités à se référer aux dernières recommandations. Son secrétaire général, Mor Diouf, avec Salimata Aw. Les populations rurales se plaignent de la qualité des semences. Bien entendu, avec ce nouveau régime, le ministre de l'Agriculture avait tenu un certain nombre d'engagements, parmi lesquels les semences pour cette année seraient confiées aux forces de l'ordre pour garantir certainement une meilleure distribution et une qualité des semences. Et nous, en tout cas, en tant que syndicat, nous avions alerté à son temps pour dire que la distribution des semences, c'est le dernier maillon de la chaîne. Donc si vous pensez résoudre la problématique des semences, notamment la qualité, en impliquant seulement les FDS, ça voudrait dire que vous n'avez pas du tout compris les problématiques et la profondeur, la gravité même des semences. Donc maintenant, nous préconisons en tout cas, nous pensons que ce qui aurait dû être fait à l'époque, en tant que nouveau ministre, faire la situation des stocks d'abord pour voir quelle est la situation des stocks de semences au Sénégal. Le stock de semences disponibles certifiées, ça n'a pas été du tout fait. Nous préconisons, si nous voulons avoir des semences de qualité, il va falloir retourner aux recommandations des différents documents qui ont été proposés à ce niveau. Parce que la semence, c'est une problématique très complexe qui démarre à partir de la recherche au niveau de l'ISRA. Et nous savons tous qu'on ne peut pas garantir des semences de qualité tant que le programme de la reconstitution du capital semencier n'est pas effectif. À Foundiougne, la distribution des semences a bien démarré, mais timidement. Pourtant, des communes du département ont déjà enregistré des pluies importantes. Les producteurs ont procédé pour la plupart au semi-humide. Aminata Goudiaby.
Des pluies dites utiles ont été enregistrées durant ce mois de juin dans le département de Foundiougne, mais les quantités diffèrent par commune. Mamadou Djouftine, chef du bureau des semences du service départemental de l'agriculture de Foundiougne. Le 19, donc nous avons enregistré donc les premières pluies au niveau du département. Toubacouta, 50 mm, Nord Central. Également, nous avons 43 mm de pluie, donc ce qui a permis donc le démarrage de la première vague de semi-humide donc pour l'arachide. En Bouloum, dans la commune de Diossong, les agriculteurs comme Alassane Sissé ont déjà procédé au semis d'arachide. Il y a même une levée des cultures dans le champ de 10 hectares qu'ils exploitent. On a semé l'arachide, le mil, ça pousse. Alassane Sissé n'a pas attendu l'État pour les semences, il en avait conservé. Mais beaucoup de paysans de la commune de Diossong n'ont pas la même chance. J'avais gardé mes semences, moi. Je n'attends pas le gouvernement. On a 250 tonnes. Il vient à la commune, mais la commune a reçu 105 tonnes. Il y a quelques villages qui n'ont pas encore reçu leurs semences. La distribution des semences d'arachide a bien démarré dans le département de Foundiougne. Le service départemental de l'agriculture reconnaît une certaine timidité dans la mise en place. Concernant les sessions, nous en sommes à 37%. On voit que c'est une situation donc qui évolue assez timidement. Il y a des commissions qui n'ont pas encore donc réceptionné la totalité de leur quota. Il y a quelques reliquats qui restent pour certains opérateurs. L'engrais est aussi fortement réclamé par les producteurs. Pour l'engrais de l'arachide, sur un quota de 2880 tonnes prévues, nous avons reçu 320,1 tonnes. Là également, les sessions avancent assez timidement. Nous en sommes 59 tonnes pour cette semaine. En longeant les communes de Mbam, Djilor et Diossong dans le département de Foundiougne, on se rend compte que les activités agricoles ont bien commencé. Les points de collecte de semences et d'engrais sont tout le temps envahis et les champs occupés. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. L'hivernage et la lutte contre le paludisme à Kaolack, une campagne de chimioprévention saisonnière pour protéger les enfants de 3 à 120 mois est initiée par les acteurs, lesquels déplorent le refus des ménages. Et pour inverser la tendance, ils misent sur les communicants et les professionnels des médias. Fatumbo. Plus de 83 000 enfants sont ciblés dans le cadre de la campagne de chimioprévention du paludisme dans la commune de Kaolack et celle de Kahone. Ces localités doivent être protégées selon Seydina Aliou Kébé, point focal paludisme du district de Kaolack. Comme c'est une cible très vulnérable, donc nous on va les mettre sous la prévention médicamenteuse, mais couplée à l'utilisation des moustiquaires à longue durée. Pour cette année, la cible est de 83 419 enfants, donc répartis comme suit. Pour les enfants de 3 à 11 mois, pour les enfants de 12 à 59 mois. La région demeure une zone endémique de la maladie et des cas de refus parmi les ménages ont été notés. Les acteurs sanitaires sollicitent l'intervention des professionnels des médias pour renforcer la sensibilisation. Présentement, on est confronté à beaucoup de difficultés. C'est très difficile d'atteindre la cible que nous sollicitons auprès des journalistes, donc de divulguer l'information, de faire la sensibilisation au niveau des chefs de ménage à travers les émissions ou bien pour nous aider vraiment à toucher tous ces gens. Cependant, il rassure quant aux dispositions prises pour mener à bien cette campagne de protection des enfants de 3 à 120 mois. Présentement, on a mis en place tout ce qui est intra au niveau de ces postes de santé. Donc la formation des infirmiers chefs de poste, des acteurs communautaires, donc au niveau des postes de santé. Pour les médicaments, donc les médicaments sont déjà mis en place au niveau de tous ces postes de santé. Environ 1000 agents seront sur le terrain à partir du 5 juillet jusqu'au 7 pour une campagne de chimioprévention saisonnière du paludisme d'une durée de 3 mois. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. Direction Frankunda dans la commune de Bémet dans la région de Sédhiou. Ce village manque d'infrastructures socio-économiques de base. En marge du congrès annuel du village, les habitants ont dénoncé les difficultés auxquelles ils font face. Bakary Konté. Accéder à Frankunda relève d'un véritable parcours du combattant. L'axe Frankunda-Sibikuruto est dans un état impitoyable. Abdoulaye Diallo, porte-parole des populations. Nous avons un véritable problème de mobilité. Le principal axe qui mène vers Frankunda, de Sibikuruto jusqu'à la bretelle de Niassène Mandé en passant par les 4 Frankunda, cet axe se trouve dans un état de dégradation très avancé, ce qui complique les évacuations sanitaires, ce qui complique également l'écoulement des productions agricoles. Cela vraiment, nous interpellons les autorités, notamment le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour que cet axe vraiment soit pris en compte dans le cadre du projet de bitumage, donc de la boucle du Boudjé, Bambali, Djirédi, Marsassoum. Pas d'eau potable ni d'électricité. Nous avons des poteaux, des installations qui sont là, qui datent de très longtemps, mais en réalité qui ne sont là que pour orner le village. Donc ces poteaux ne nous servent absolument rien du tout. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de forage. Frankunda mérite aujourd'hui d'avoir un forage.
Les rizières sont emportées par le sel. Nous avons des vallées. On ne vivait que ce que nos mamans produisaient dans les rizières. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nos mamans peinent à remplir leur grenier en riz, tout simplement parce que le sel a récupéré toutes les rizières. Les éleveurs souffrent du phénomène du vol de bétail. Le vol de bétail constitue encore une réalité. Tout ce que nous réclamons, c'est l'application stricte de la loi, conformément aux dispositions du code pénal qui criminalise le vol de bétail depuis donc 2010. Frankunda et environ réclament aussi un poste de santé et des tracteurs pour la modernisation de l'agriculture, entre autres. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. À l'Institut national de formation des jeunes aveugles de Thiès, le baccalauréat se prépare. Les élèves non-voyants sont en pleine révision avec leurs camarades de l'INEFJA de Ziguinchor. Des professeurs et encadreurs les aident à bien aborder l'examen prévu dans quelques jours. Immersion à l'INEFJA de Thiès pour voir comment les élèves non-voyants préparent le baccalauréat. Cher Anta Diop. Astou Badiane, Ahmed Diatta, Babacar Ba, Henri Joël Gomis n'ont jamais été aussi heureux. Ils sont en pleine révision ici à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès, INEFJA, où ils sont bien accueillis. Tout le corps professoral, le personnel, ils nous ont mis dans de très bonnes conditions. La restauration, on est prise en charge totalement. Tenez à rassurer les autorités de Ziguinchor, mes parents, le censeur, le proviseur et nos camarades, que nous sommes entre de bonnes mains. Des séances de révision sont aussi organisées à l'intention des élèves candidats non-voyants. L'heure est à la concentration. On voit que le directeur de l'INEFJA a pris une disposition, préparer les révisions et amener des profs pour nous accompagner, de faire des synthèses de philosophie et de français, pour les matières, quoi. Le directeur de l'INEFJA, Sakoura Gueye, dit avoir honoré le principe d'équité. Lorsque le problème du déplacement des candidats à Thiès s'est posé, le coordonnateur du projet SHC, M. Alidja, m'a appelé pour une éventuelle prise en charge des candidats. Nous avons immédiatement accepté parce que, étant des responsables, nous devons œuvrer pour non seulement le développement, mais aussi la réussite de l'éducation inclusive, une politique du ministère de l'Éducation. Ces élèves non-voyants, candidats au baccalauréat, campent toujours sur leur position. Ils veulent l'application du traité de Marrakech pour accéder aux œuvres au programme. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Demain samedi, près de 2 millions d'électeurs mauritaniens sont appelés aux urnes. Pour élire leur 12e président de la République, la campagne électorale s'est achevée jeudi soir. Le scrutin oppose les partisans de la continuité du régime en place à ceux qui exigent le changement. À Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop. L'élection présidentielle de juin 2024 en Mauritanie est cruciale et pourrait marquer un tournant décisif pour le pays. Deux camps s'affrontent, celui de la continuité représenté par le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et celui du changement incarné par les 6 autres candidats, dont son principal opposant Biram Dahabid qui était arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle. Les électeurs sont nombreux à avoir déjà fait leur choix durant la campagne électorale et s'apprêtent à le confirmer dans les urnes. Et je ne suis pas un frileux, j'assure mes positions. J'assure et j'assume mes positions. J'assume mes positions, je suis pour Outouma Soumaré. Lors des meetings de clôture, chaque candidat a implicitement revendiqué la victoire. Le président sortant Ould El Ghazouani a parlé d'une présence massive lors de ces rassemblements, la considérant comme un référendum en faveur de sa réélection pour un second mandat de 5 ans. Le principal opposant Biram a décrit un grand meeting annonçant la chute du régime en place. Enfin, Hamadi Sidi Mokhtar, candidat du parti islamiste Tawassul, déclare qu'il n'accepterait pas les résultats sauf s'ils sont transparents. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Au Soudan, plus de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. C'est ce qui ressort d'un rapport publié hier jeudi par des experts des Nations Unies. Ils accusent l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre depuis avril 2023 à utiliser la faim comme arme de guerre. Awambaye.
Dans un rapport appuyé par l'ONU publié le 27 juin, 25,6 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en raison du conflit qui ravage le Soudan. Ce problème touche dès lors plus de la moitié de la population de ce pays du nord-est de l'Afrique. Selon les projections du rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC sur lequel se basent les agences de l'ONU, ce chiffre inclut plus de 750 000 Soudanais confrontés à la famine, le niveau le plus élevé de l'échelle IPC, défini comme un état de privation alimentaire extrême. Plus de 8 500 000 de personnes sont aussi en situation d'urgence, dernier palier avant la famine, selon le site lemonde.fr. Pour la moitié de la population du Soudan ravagée par la guerre, chaque jour est une lutte pour se nourrir. Eux-mêmes et leurs familles ont souligné dans un communiqué commun le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Programme alimentaire mondial. En RDC, la première ministre Judith Saminoa a rendu visite aux personnes déplacées à Goma à cause du conflit avec les rebelles du M23. 35 personnes y ont perdu la vie le 3 mai dernier suite à un tir de but. Selon Radio France Internationale, la ministre a été catégorique en insistant sur le fait que la RDC ne négociera pas avec le Rwanda. Aux États-Unis, le débat télévisé entre les deux candidats à la présidentielle a viré au désastre pour Joe Biden. Hier, c'était le premier face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden. Sur le plateau de CNN, les spécialistes estiment que le président démocrate âgé de 81 ans est apparu à plusieurs reprises dépassé, incapable de suivre le fil de sa pensée, contrairement au milliardaire américain Donald Trump, très sûr de lui, malgré que la plupart de ses propos étaient considérés comme des mensonges. Merci, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous allons parler du Sénégal qui continue de s'endetter avec ce nouvel emprunt obligataire. 366 milliards de francs CFA. Et pour en parler, nous aurons au téléphone Magaï Gaye, économiste international, le docteur Mor Gassama, lui aussi économiste. RFM Sport. Les sports avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Georges Diop. Nous démarrons cette page des sports par du basket. Avec le Final 8, le tournoi final pour déterminer les équipes qui vont aller jouer les finales pour cette saison chez les hommes et chez les dames. Ce samedi, chez les hommes, 3 rencontres. Mermoz contre Guédia et Basket Academy. Duc contre l'AS Ville de Dakar. L'AS Douane joue contre la Jeanne d'Arc de Dakar ce vendredi. Dans l'après-midi, UGB contre US Rail. Nous parlons de handball avec également la 9e journée du championnat chez les garçons. Isaac contre l'US Rail, c'est aujourd'hui. Chez les filles, Disso contre Diadissar, Diamono contre Toubacouta, Gaston Berger contre l'équipe de l'Olympique de Diourbel. Golf joue contre le Dakar Université Club. Nous allons parler d'athlétisme avec la sortie de Louis-François Mendy et également les précisions hier diffusées sur cette antenne, donc les précisions de Mbaye Jacques Diop qui a estimé que les athlètes ne devaient pas avoir de tels propos par rapport à la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Aujourd'hui, l'ancien champion olympique Amadou Diaba, qui était à Douala, a réagi pour réhabiliter les athlètes dans leur bon droit. Selon le seul médaillé olympique du Sénégal, c'est pas normal que l'on puisse donner à un athlète sénégalais champion d'Afrique une prime pour toute la compétition qui est environ estimée à 80 000 francs CFA. Ce n'est même pas le ticket ce n'est même pas les frais de transport dépensés pour rallier donc l'aéroport. Amadou Diaba qui est en ligne, que nous allons écouter. Amadou Diaba, bonjour. Bonjour Malal. Vous êtes en direct dans le journal de midi de la RFM. Vous avez donc entendu la sortie de Jean-Louis hier, mais également celle de Mbaye Jacques Diop. Vous, en tant que seule médaille olympique du Sénégal, comment vous analysez la sortie des athlètes champions d'Afrique?
Moi, je pense que Malal, il faut féliciter et encourager Louis-François Mendy de ce qu'il a fait cette année. Parce qu'il a gagné les Jeux africains il y a 3 semaines. Et là, avant-hier, il a gagné les championnats d'Afrique. Donc, c'est une grosse consécration pour lui. Et je pense que c'est un athlète de très haut niveau. Donc, sa sortie, c'est un athlète, il a parlé épidermiquement. Donc, je pense qu'il faut le comprendre. Parce qu'ils ne comprennent pas les dessous de comment ça se passe et tout ça. Donc, tout ça, il faut le mettre vraiment à côté et penser à l'essentiel actuellement. Parce que j'ai vu qu'on a dit que lui, François Mendy, il a fait 13-18 l'année dernière et jusqu'à présent, il n'a pas fait et tout ça. Bon, je ne m'attarde pas sur la sortie de Mbaye Jacques Diop. Moi, je suis un technicien et je sais comment ça se passe. Quand lui, François Mendy, avait fait 13-18 l'année dernière, il faisait partie des meilleurs du monde. Et il a fait les minima des Jeux Olympiques. Malheureusement, il a fait un faux départ au championnat du monde, donc il devait être finaliste. Si le Sénégal, depuis 1988, n'a pas eu de médaille olympique, et que nous avons une pépite qui peut nous valoir une médaille olympique, donc c'est depuis l'année dernière qu'on devait le prendre en charge et lui donner les moyens conséquents pour qu'il puisse réussir. Et je pense que le comité olympique lui a donné une bourse de la solidarité olympique, il lui a donné un appui, et donc, mais ça ne suffit pas. Parce que si lui, François Mendy, il va faire une compétition au Japon, on lui donne une bourse, et le billet d'avion coûte le triple de cette bourse, donc il demande un tout petit peu plus que les autorités sportives puissent l'aider dans sa quête de médaille. Mais qui doit l'aider? Amadou, oui. Qui doit l'aider? C'est la fédération ou c'est le ministère? Bon, c'est un athlète de la fédération. La fédération doit être sa voix, doit être son porte-parole. Parce qu'il a déposé un dossier pour dire voilà ce que je veux. Il a demandé 20 millions depuis l'année dernière pour sa préparation. Et donc, on ne veut pas le mettre un athlète comme lui, François Mendy, qui peut nous valoir une médaille à un niveau d'un autre athlète. Donc, c'était un athlète d'État, un athlète qui doit être appuyé par la fédération, qui doit être appuyé par les autorités sportives pour dire que voilà, on veut avoir une médaille olympique parce qu'une médaille olympique, tout le monde sait ce que ça peut rapporter sur le plan de l'aura du Sénégal et tout ça. Donc, il est sur une bonne pente. Donc, il a fait une réaction épidémique. Donc, et il a dit ce qu'il avait à dire. Bon, ça, maintenant, il n'a qu'à se concentrer sur l'essentiel. Et les fédéraux doivent expliquer comment ça se passe. Ce que le ministère donne par athlète par jour quand ils sont en compétition. Les primes, on ne peut pas les payer automatiquement. Les primes, on les paye plus tard. Et les athlètes, ça fait au moins 2 ans ou 3 ans, ils sont en train d'être derrière ces primes qui sont faites depuis longtemps. Il faut que ces primes doivent payer peut-être 2 mois ou 3 mois après que les athlètes ont fait les minima. Voilà. Donc voilà, c'est une frustration qu'il a eue. Il faut le comprendre parce qu'il veut apporter une médaille olympique pour le Sénégal comme il fait. Voilà. Donc, je pense qu'il faut relativiser sa sortie. Bon, c'est une bonne chose. Voilà. De dire ce que tu penses. Donc Amadou, on va vous retrouver tout à l'heure pour la version Wolof à la production. Le temps de finir le journal et laisser Georges poursuivre son journal. Merci à Amadou Diaba. Georges, on va finir avec la lutte. Ce programme pour ce week-end, Gris Bordeaux à Mabalde, Guigui à Dafas, Lys Ndiago contre Zos. C'est dimanche à l'Arène nationale. Merci Malal Junior Diagne. RFM, presse du jour. Lecture et commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, la polémique qui enfle sur la dépêchée du Premier ministre. Une polémique au lendemain de la sortie des députés de US Kanui confortant Ousmane Sonko dans son refus de se présenter devant les députés pour délivrer sa dépêchée. Tir groupé sur Sonko et ses députés bûcheront le journal Les Échos qui ouvre ses colonnes à des hommes politiques pour Thierno Bocoum. Vouloir suivre la dépêchée au règlement intérieur de l'Assemblée procède d'une méconnaissance totale. Invoquer le règlement
règlement intérieur de l'Assemblée pour se dérober n'est franchement pas le chemin de la rupture, fustige Thierno Alassane Sall de la République des valeurs. Bougane Gueye Dany affirme qu'en vérité, ses calculs politiciens le rattrapent et montrent sa véritable nature. Le journal d'informer que Guy Marius Sagna fait partie de ceux qui ont demandé à Ousmane Sonko de ne pas se présenter à l'Assemblée nationale. Bës bi le jour en profite pour dire que la déclaration de politique générale n'est pas là, mais il y a à la place une déclaration de politique guerrière. Le journal informe que le président de la République lui-même, Bassirou Diomaye Faye, ne s'est pas par ailleurs acquitté de sa déclaration de patrimoine. Attendu cet après-midi, la réplique du groupe parlementaire Benno. Senghane Senghor de la radio avertit le PM. La DPG est avant tout un acte de bonne gouvernance. Dans Tribune, Bougane Gueye Dany se demande s'il ne faut pas fusiller donc nos hommes politiques. Pour enquête, en tout cas, c'est l'imbroglio politique, mais Sambassi du PIT, membre de Benno, estime que Sonko se débine parce qu'il n'a rien préparé jusque-là, il n'a pas de projet. Les quotidiens parlent de tirs groupés sur Ousmane Sonko. Le journal là se trouve là que c'est parti, les députés se déconfinent. La sortie des députés de Yewwi a eu le mérite de tirer les parlementaires de leur torpeur. Individuellement, ça sort de son hibernation. Benno Bokk Yakaar attendu donc cet après-midi. La coalition Wallu qui constitue le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement se retrouve donc pour plancher sur la séance plénière portant sur le débat d'orientation budgétaire prévu demain. Débat qui marque donc la clôture de la session unique 2023-2024 de l'Assemblée nationale. Justement pour l'observateur, les débats d'orientation budgétaire avant la DPG, c'est la charrue avant les bœufs, note toujours le journal Observateur. Le billettiste du journal Bës Bi Le Jour remarque que demain, samedi, sera jour de débat d'orientation budgétaire et ça pourrait donner lieu à des pauses de pierre politique à l'Assemblée entre la majorité qui est dans l'opposition et la minorité au pouvoir, mais aussi qui c'est entre les ex-Yewwi et ceux qui sortent de ses flancs. Jusque-là, on n'a pas encore vu les gosses de Khalifa Sall. Il y aura peut-être des coups de colère, coups de charnac, que sais-je, note encore le confrère. En première page du journal Le Quotidien, le Sénégal qui s'endette encore, nouvel emprunt obligataire, projet Sénégal endettement, bûcheron la publication. Après les 450 milliards d'euros bonds, l'État du Sénégal lève 265 milliards. Les opérations n'apparaissent pas dans les comptes de la BCEAO, pointe la publication. À la une du journal L'As, affrontement de Medina Gounass, Thierno Madani Tall et un émissaire de Tivaouane en sapeur-pompier. Ils sont allés discuter avec les protagonistes pour ramener la paix, note le journal. Dans le journal Le Soleil, renforcement du secteur privé, l'État dévoile ses plans à l'occasion de l'ouverture des assises de l'entreprise. Hier, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération et son homologue du commerce ont décliné les leviers que le gouvernement compte actionner pour booster le secteur privé. En tout cas, le CNP demande l'appui de l'État payé et ça commence par le paiement de la dette intérieure. Et puis sport pour boucler, Copa América, groupe D, deuxième journée, Brésil 2 au mur, Colombie pour les quarts de finale, tenu en échec par le Costa Rica, 0 but partout lors de la première journée de la Copa América. Le Brésil défie le Paraguay dans la nuit de vendredi à samedi. Les joueurs de Dorival Silvestre Junior doivent l'emporter pour chasser les doutes et se replacer dans la course au quart de finale. L'autre rencontre de ce groupe D oppose la Colombie et le Costa Rica. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h33, nous en arrivons à Point de Vue. Bonjour Magaye Gueye. Oui, bonjour. Vous êtes économiste international. Avec nous également le docteur Mor Gassama, économiste. Bonjour Mor Gassama. Oui, bonjour. Alors, Magaye Gueye, le Sénégal qui a levé 3 emprunts obligataires d'un montant global de 265 milliards de francs CFA, cela quelques jours après l'eurobond de 450 milliards de francs CFA. Le Sénégal qui a dépassé le seuil de l'UEMOA en termes d'endettement, ce qui est de 70%. Le Sénégal qui en est à 75%. Aujourd'hui, plus que s'endetter, ne peut-on pas parler de surendettement? Je suis un ancien cadre de la Banque ouest-africaine de développement. J'ai déjà pratiqué cette spirale d'endettement que je connais bien, mais je peux vous dire que le Sénégal contrôle toujours sa politique en matière d'endettement.
Je veux dire que les nouvelles autorités aujourd'hui ont trouvé une situation qui est extrêmement difficile. Vous savez que l'encours, disons, tournait autour de 13 milliards en 2023. Vous l'avez rappelé, supérieur aux critères de convergence de l'UEMOA, de 70%. Certains même disent qu'on a dépassé les 80%. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la réalité est les termes. Nous avons un service de la dette qui est passé de 347 milliards en 2012 à 1828 milliards en 2024. En d'autres termes, pour vos auditeurs qui nous écoutent, eh bien, nous payons presque chaque 5 milliards alors qu'on ne payait que 1 milliard en 2012. Alors, le scénario de l'endettement du Sénégal, il est très simple. On s'endette pour faire face à l'amortissement en capital et intérêt, et en même temps pour financer le déficit budgétaire. En d'autres termes, ce que les Wallofs appellent le soulboki. Une stratégie d'endettement basée sur le recours au marché pour refinancer des échéances arrivées en maturité, ce n'est jamais une bonne chose. Et aujourd'hui, les nouvelles autorités qui arrivent, ont trouvé une situation exécrable dans laquelle... Pourtant, c'est pas ce qu'a dit la mission du FMI. Je ne vous entends pas bien, monsieur. J'ai dit, pourtant, ce n'est pas ce qu'a dit la mission du FMI qui est au Sénégal récemment. Effectivement, c'est une situation exécrable qui fait qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités sont obligées de faire respecter, bien entendu, la qualité de la signature du Sénégal. Donc aujourd'hui, comme ils disent qu'ils sont allés au niveau du marché obligataire de l'UEMOA emprunter 265 milliards, c'est de bonne guerre. Comme ils disent qu'ils ont été empruntés du côté de l'Eurobond 450 milliards, c'est également de bonne guerre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des échéances d'emprunt effectivement à rembourser d'une part, et nous avons aussi, bien entendu, le programme d'investissement à financer. Donc, en matière d'endettement, il y a 4 éléments importants qu'il faut voir. Premièrement, qu'est-ce que je vais financer? Est-ce que c'est quelque chose de justifié? Deuxièmement, avec quelles conditions je vais les financer? Troisièmement, est-ce que mon profil de bilan me permet de m'endetter? Et enfin, quelles sont les perspectives qui me permettent de rembourser? Je crois qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités, gérant une situation difficile, sont obligées, bien entendu, de tenir compte de ces 4 considérations pour pouvoir effectivement essayer de maintenir, je dirais, le profil d'endettement du Sénégal et essayer d'éviter ce qu'on appelle les défauts de paiement. Alors, aujourd'hui, pourquoi on est arrivé là? Mais parce que les régimes précédents avaient l'habitude de financer des projets qui n'avaient aucune qualité. Regardez le budget administratif. 17 milliards qui étaient prévus au départ. Mais finalement, on a frisé la barre des 50%, des 50 milliards, et ce n'est pas encore fini. Mais pendant ce temps-là, l'endettement que le Sénégal a contracté auprès de la Banque ouest-africaine de développement, mon ancienne maison, mais il faut payer cet endettement-là. Vous voyez l'hérésie dans laquelle les anciennes autorités ont mis les nouvelles autorités. Donc aujourd'hui, je crois que des responsables conscients des intérêts supérieurs de la nation sont obligés de dérouler un agenda donc pour nous de la continuité de l'État, mais également au fur et à mesure progresser. Et je crois que lorsqu'on aura peut-être au niveau des solutions, je pourrais esquisser quelques éléments qui pourraient permettre au Sénégal d'aller vers moins d'endettement, mais également un profil d'endettement beaucoup meilleur. On y arrivera tout à l'heure, Magaïga, économiste international. Mor Gassama, s'endetter pour payer une dette, quelle est la pertinence? Merci beaucoup. Donc, mes chères salutations à M. Magaïga. Oui, l'État du Sénégal n'avait pas donc les liquidités
nécessaires à ce niveau pour directement payer donc cet endettement, il fallait trouver une solution. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de trouver les fonds pour rembourser cette dette qui arrive à maturité. Voilà, donc il fallait simplement utiliser les mécanismes qui existent à sa disposition. Et l'un des mécanismes, c'était d'aller s'endetter pour rembourser donc les dettes qui arrivent à maturité. Et quoi qu'on puisse dire, c'est mieux que d'avoir un défaut donc de paiement, parce que ne serait-ce que pour conserver donc une certaine image. Mais au-delà, ce n'est pas du tout dramatique en économie, c'est des situations qu'on peut connaître. Hein. Voilà, le plus important, c'est surtout les fonds qu'on avait levés et que la dette arrive à maturité, donc à l'échéance. Qu'est-ce qu'on avait fait de ces financements-là? Je pense que c'est le plus important. Seulement, les conditions, dit-on, de cet emprunt sont plus draconiennes que celles opérées par d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire. Alors, pardon? Oui, j'ai dit que seulement, il est dit que les conditions de cet emprunt ont été beaucoup plus draconiennes que celles opérées par d'autres pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays également comme le Kenya, le Bénin également. Oui, moi je pense que tout dépend simplement, donc, premièrement, du profit du pays. Voilà, si vous prenez un peu comme la Côte d'Ivoire, il peut avoir donc, ce pays peut avoir beaucoup plus d'avantages que nous, ne serait-ce que sur le plan des capacités, sa capacité à mobiliser des ressources au niveau même interne. Voilà, et en même temps, ce niveau de production qui est très largement supérieur. Voilà, et puis pour le reste, je pense qu'il faudrait se mettre donc considérer que voilà, si vous devez vous endetter, donc il y a des conditions qui sont prises en compte, comme par exemple la durée donc de l'endettement et surtout donc le profil du pays, c'est les deux, mais en même temps les taux du marché. Tout cela influence le taux auquel on pourra donc vous prêter de l'argent. Voilà, la raison pour laquelle je pense que parfois un taux compris, des conditions favorables. Un taux compris entre 6% et 6,60%. Entre 6,45% et 6,65%. Oui, cette différence, les raisons évoquées tout à l'heure donc peuvent donc être reconduites pour montrer que voilà. Encore que la durée par rapport même aux ressources qui ont été mobilisées il y a moins de 2 mois de cela, donc avec les eurobonds, où véritablement la durée était beaucoup plus courte avec un taux d'offre beaucoup plus élevé. Donc voilà, tout cela nous rappelle encore que pour mobiliser des ressources, donc la durée joue beaucoup si on est dans le court terme, le moyen ou le long terme, mais également voilà, donc le profit du pays, c'est-à-dire sa notation, bien sûr, avec les sciences de notation. Donc le profit du pays, je pense que ça influence beaucoup. Voilà. Mais ce qu'il faudrait... Oui, je vous écoute. Ce qu'il faudrait surtout retenir, c'est qui est positif, c'est encore la capacité du pays à pouvoir facilement mobiliser des ressources pour financer ses projets d'investissement. Voilà, parce que quoi qu'on puisse dire, les nouvelles autorités donc, ont trouvé une situation qui n'est pas toujours facile. Et dans ce cas, il ne faut pas se mettre là à discourir un peu partout, mais il faudrait rapidement essayer de trouver des mesures correctives adaptées. Régler les problèmes urgents, ensuite essayer rapidement de corriger avec le temps. Merci Mor Gassama, on revient à vous dans un instant. Alors, Magaye Gaye, qu'est-ce que le Sénégal doit faire de ces 3 emprunts obligataires, même si on ne connaît pas encore la destination de ces milliards? Voilà, justement, on ne connaît pas la destination de ces milliards parce que le ministère, certainement, n'a pas encore communiqué, mais vous savez que la Bourse régionale de valeurs mobilières a déjà donné une indication. Ce qui est devenu fréquent, parce que avec l'eurobond, c'est pas le ministère qui avait communiqué, c'était d'abord Bloomberg. Là, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est normal. Et ça c'est conforme au processus d'endettement des États.
Vous savez que dans l'endettement, il y a plusieurs sources. Il y a les banques, il y a la bourse régionale, il y a le marché international. Et vous savez que lorsque vous allez dans ce qu'on appelle le marché international ou les emprunts obligataires, vous devez passer parce que vous avez une SGI, une société de gestion et d'intermédiation. Alors, en ce qui concerne le Sénégal, le ministère certainement va communiquer plus tard. Mais ce qui est important ici, parce que vous parliez tout à l'heure des taux, mais les taux sont quand même corrects. Lorsque j'étais au niveau de la BOAD, il y a de cela quelques années, on était dans les 5,5%. Le Sénégal qui vient de traverser une période aussi difficile en termes d'élections qui ont été annulées, reportées, etc. Et tout ce que ça fait au niveau, au niveau international. Si le Sénégal en arrive à ce taux, c'est une excellente chose. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des défis mondiaux qui se posent en termes d'endettement pour le Sénégal. Il y a une raréfaction des ressources professionnelles du fait des préoccupations budgétaires des pays prêteurs. Il y a moins d'argent qui circule dans le monde. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle des effets d'éviction sur l'endettement induits par les financements sur les changements climatiques. Et aujourd'hui, le gouvernement doit faire très attention, et je sais qu'ils en sont conscients, pour aller vers des solutions à la fois internes et externes. Les solutions internes que je vois pour atténuer le poids de la dette, c'est qu'il faut améliorer l'efficience de l'investissement et revoir la qualité des projets financés. Le Sénégal ne peut plus se permettre de financer des stades, des autoroutes qui n'ont pas de grande fréquentation, des centres de conférences, des sphères ministérielles, alors qu'il y a la question de l'emploi qui est en face, et puis il y a la question également de comment endogénéiser notre économie, comment la rendre moins extravertie. Ça, c'est le premier élément. Il faut éviter aussi de s'endetter en dollars ou en devises auprès des marchés internationaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut également essayer de voir comment reprofiler la dette du Sénégal de manière à s'endetter à des coûts beaucoup plus concessionnels, en tout cas beaucoup plus doux, pour repayer une dette que les anciens tenants du pouvoir avaient contractée pour pouvoir baisser notre service de la dette. Il faut que cet espace budgétaire puisse être augmenté, à mon avis également, en faisant en sorte que nous puissions avoir un élargissement de l'assiette fiscale et surtout une cure d'austérité, attention, au niveau de l'État. Nous avons un problème de la qualité de la dépense publique. Et je me réjouis de constater que le président Diomaye Faye, lors du dernier Conseil des ministres, avait eu à lancer effectivement l'idée comme quoi il fallait réfléchir sur la qualité de la dépense publique. Alors, il y a deux autres éléments sur lesquels je réfléchis beaucoup. C'est comment désormais intégrer ce qu'on appelle une obligation de vigilance dans nos stratégies d'endettement sur les marchés financiers. Parce que les bailleurs de fonds, des fois, sont complaisants. Comment a-t-on pu permettre au gouvernement du président Macky Sall de financer un budget administratif à 17 milliards, voire 50 milliards avec de l'emprunt? Mais ça, c'est une erreur de la BOAD en partie qui avait participé à ce financement. Comment peut-on accepter d'autoriser des États à s'endetter à 10% pour financer des stades? Mais il faut que les responsabilités soient engagées dans ce qu'on appelle les processus de signature d'accord. Et enfin, je suis en train de lancer un plaidoyer pour que l'ensemble des pays de l'UEMOA, ensemble, essaient de faire un plaidoyer auprès de la communauté internationale pour une restructuration de la dette. Et je vois 4 éléments. Très rapidement, M. Magaï. Très rapidement, oui. Il faut abandonner les pénalités de retard. Il faut convertir les intérêts normaux en capital pour que ces bailleurs viennent voir comment nos sociétés sont gérées. Il faut restructurer l'encours restant sur une longue période. Et je crois que c'est tout à fait possible parce que le Ghana vient de le faire en 18 mois.
Merci Magaye Gaye, économiste international. Je termine avec vous, Mor Gassama. De nouvelles créances contractées à des taux très forts. Presque 7%. Le régime de Macky Sall réussissait à contracter des prêts à un taux de 5% environ. Est-ce que le Sénégal négocie bien? Oui, parce que souvent on fait de la comparaison sans pourtant tenir compte de tous les éléments. Parce que si, par exemple, vous voulez faire une comparaison entre les eurobonds de 2021 et de 2024. 24, oui. Voilà, donc pour les premiers, c'est sur un délai de plus de 7% pour celui de 2024. Celui de voilà, c'est sur pratiquement une durée de 16 ans, alors que pour celui de 2024, c'est juste sur 7 ans. Donc ça veut dire que comme les délais ne sont pas pareils. Donc plus les délais sont longs, plus le taux d'intérêt est censé être beaucoup plus faible, même si vous allez payer beaucoup plus. Voilà, en calculant le montant total en versé. Voilà, donc ça veut dire que véritablement, on ne peut pas aller jusqu'à parler donc de pays qui négocient mal. Là où vraiment il faudrait plus se concentrer, c'est l'utilisation des fonds. Parce que beaucoup de ressources ont été mobilisées, mais en réalité, c'est pas pour financer des projets prioritaires. Donc, dans un pays où jusqu'à présent, on dépend très fortement de l'extérieur pour faire vivre notre population, et on n'arrive pas à trouver les moyens pour booster notre agriculture, pour réduire drastiquement l'enveloppe destinée donc aux importations et surtout améliorer significativement le niveau de vie des populations. Si on n'arrive pas encore à créer donc des entreprises qui pourraient employer plus de personnes, c'est-à-dire, je veux dire par là, insiste davantage sur l'industrialisation, mais orienter une bonne partie de ces ressources-là vers des dépenses de prestige, plus ou moins. Ça c'est ce qui alourdit davantage le poids de la dette, et ça n'a pas véritablement permis au Sénégal de réaliser un point significatif quant à l'évolution donc des conditions de vie des populations. Merci beaucoup, Mor Gassama. Je vous en prie. Merci Mor Gassama, économiste. Merci à Magaye Gaye, économiste international. C'était Point de vue. C'est la fin de ce grand journal. Merci à Aliouba qui a assuré la partie.